Qui sont vos grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-elles traversées? Que vous ont-ils transmis? Bienvenue à Passé recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où elles viennent, ce qu'ils ont accompli, comment elles ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Lorsqu'on parle de grands-parents, on parle aussi de généalogie, parfois de recherche, d'enquête, de véritables fouilles au travers des siècles pour découvrir l'identité et le parcours de nos aïeuls. Et toutes les familles n'ont pas les mêmes outils à leur disposition. Si vos ancêtres sont français, par exemple, le système d'archives sera plus étoffé et plus simple à naviguer que s'ils viennent d'un pays dont les archives ont été détruites ou n'existent pas sous les mêmes formes. La famille de Jenna illustre parfaitement cette situation. Sa branche paternelle est française, tandis que sa branche maternelle est vietnamienne. Dans cet épisode, elle nous parle de son rapport à la généalogie dans ces deux pays, et de ce qu'elle sait de la vie de son grand-père vietnamien, un homme aux multiples facettes dont l'histoire commence dans un village reculé du nord du Vietnam, dans les années 1930. J'ai deux familles. Ma mère est née au Vietnam et mon père est né dans le nord de la France. La famille de ma mère est arrivée en France en 1976, après la fin de la guerre du Vietnam. Et des deux côtés de ma famille, mais plus particulièrement dans ma famille vietnamienne, il y a une tradition orale de légende familiale qu'on se transmet, qu'on se raconte. Il peut se passer des années sans qu'on en parle et puis d'un coup on va plaisanter ou discuter de choses qui se sont passées il y a un siècle et qui ont été transmises. Et une de mes passions depuis l'adolescence a été les recherches généalogiques, sans faire le lien exactement avec le fait de vérifier ces légendes, mais avec cette conséquence-là, de pouvoir, par moment, vérifier que les légendes sont vraies. Et c'est un peu comme si vous grandissiez en écoutant des contes de fées, et puis vous construisez votre arbre généalogique et vous tombez sur Blanche-Neige. J'arrive pas à me souvenir comment j'ai commencé. Il est possible que j'ai trouvé un livre qui parlait de généalogie, et puis je commençais à me poser des questions, et puis je me souviens avoir commencé à tracer des arbres généalogiques, d'abord sur papier blanc, puis sur papier quadrillé, et poser des questions à mes parents, puis à mes grands-parents, et puis j'avais des arrière-grands-parents qui étaient vivants à l'époque, et puis commencer à construire un arbre qui était déjà touffu, en plus parce que pour moi, la généalogie n'a de sens que si elle est partagée, et ça veut dire inclure les oncles, tantes, cousins, cousines, donc ça fait des arbres qui sont pas forcément très hauts, mais qui sont très larges et très touffus. Et donc poser toutes ces questions, aller rencontrer ces personnes-là, ça avait été le début. Et puis rapidement, j'ai ressenti le besoin de pouvoir utiliser un logiciel de généalogie. Et ça a été mes premiers pas dans un monde plus grand, pour paraphraser Star Wars. J'essaye de ne pas chercher à expliquer le présent avec mes recherches. Parce que je ne crois pas non plus en l'astrologie ou la destinée. Et même si certainement il y a des choses qui se transmettent, les histoires, les habitudes, ça ne veut pas dire qu'on puisse trouver des prédestinations dans les familles. Quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rapidement rendu compte que j'atteignais une sorte de plafond, que mon arbre rencontrait le plafond. Et ce plafond, c'était l'impossibilité de faire des recherches sans se déplacer dans les différents services d'archives qui n'étaient pas encore en ligne à l'époque. Et pour moi, ça voulait dire l'arbre en l'état, pour l'instant, est terminé. Je dois arrêter soit de harceler ma famille pour poser des questions, soit de continuer à éplucher les quelques documents que j'avais trouvés. Il faut que je fasse une pause et y revenir plus tard. Et plus tard, ça pouvait vouloir dire 3 mois, 6 mois, 1 an, rarement plus longtemps. Et revenir aux recherches et trouver des nouvelles choses, soit parce que des nouveaux documents ont été numérisés, donc des archives sont maintenant en ligne, soit parce que j'arrive à accrocher mon arbre à l'arbre de quelqu'un d'autre qui a fait ses recherches, qui a fait ses déplacements que moi je ne pouvais pas faire à l'époque parce que j'étais mineur, et raccrocher ma branche à l'arbre de quelqu'un d'autre a permis d'un coup de gagner 1 siècle et de continuer les recherches de cette autre personne et de mettre nos recherches en commun. Et puis au bout d'un moment, l'arbre rencontre un nouveau plafond, et puis c'est de nouveau une pause. Et un autre plafond, ça peut être le début de l'état civil en France au moment de la Révolution française. Quand on arrive à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu vertigineux. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution, c'est relativement facile de monter parce que l'état civil est relativement pointilleux, même si c'est écrit à la main par des gens dont c'est pas toujours le métier. Avant la Révolution française, c'était les églises qui s'occupaient
de gérer ce qui tenait lieu d'état civil, parce que ma famille est chrétienne, et c'était des gens dont c'était encore moins le métier qui l'écrivaient dans un mélange de français et de latin, et quand ils avaient le temps. Et ce qui est vertigineux, c'est d'avoir des masses de documentation qui remontent environ jusqu'aux années, selon les régions, 1300 et 1500, et qui n'ont aucun index, aucun moyen de chercher autrement que prendre un vieux grimoire poussiéreux, quand on a le droit d'y toucher, et de tourner les pages et de tout lire jusqu'à trouver ce qu'on cherche. Et ça, c'est vertigineux. Et puis il y a le plafond suivant, qui est un peu le Graal, un Graal. Il est d'arriver à monter son arbre jusqu'en 1300, 1500, selon les régions. Et puis là, c'est le début des archives. Et à moins de tomber sur un ancêtre noble, dont l'ascendance est certifiée parce que c'était très important de savoir à qui allait la couronne, à qui allait le titre de noblesse, et qu'on pouvait remonter comme ça jusqu'à des êtres mythiques, c'est-à-dire des gens dont on n'est pas sûr qu'ils ont existé, comme Mérové, qui doit être le grand-père de Clovis. Et puis après, on peut se raccrocher peut-être aux dynasties romaines, mais c'est extrêmement rare d'arriver voilà. Au moment où j'ai repris mes recherches, il y a quelques années, je ne me souviens plus de la date, mais il y a une dizaine d'années, et j'ai constaté que d'un coup, toutes les archives départementales de France avaient été numérisées et elles étaient en ligne. Et la plupart d'entre elles avec des index, avec moyen de chercher par année, par ville, parfois par arrondissement, avec des tables des matières, en tout cas jusqu'à la Révolution française. Et jusque-là, ce qui m'avait bloqué, c'était d'avoir à me déplacer, parce que ma famille vient d'un peu partout en France. Il y en a un peu en Bretagne, un peu dans le nord de la France, un peu dans le sud. Et là, d'un coup, j'avais plus besoin de me déplacer. Et j'ai pu monter comme ça toutes les branches de mon arbre français jusqu'à la Révolution française sans problème, et jusqu'à 1300-1500, là où j'avais de la chance. Seulement après, il y a 1 an ou 2, j'ai fait des recherches aussi pour les arbres généalogiques de mes partenaires. Et je suis tombé sur une impasse d'une personne qui m'importait beaucoup. J'avais vraiment envie de trouver plus d'informations sur cette personne. Et je trouvais rien sur les archives numérisées, notamment les archives numérisées en Alsace, n'ont que les tables des matières, mais pas les actes eux-mêmes. Et j'ai profité d'un voyage en Alsace pour demander à accéder aux archives, à Altkirch. Et donc là, j'ai eu le droit de toucher le vieux grimoire. Et il a fallu montrer patte blanche en arrivant, laisser une carte d'identité en caution, et puis c'est un gros volume comme on n'en voit que dans les histoires de magie, et puis une grosse pile de papier épars à côté qui n'avait pas été trié. Et j'ai passé l'après-midi à éplucher ces archives et à ne pas trouver grand-chose. Mais l'expérience en soi était riche de toute façon. Donc pour résumer, les recherches généalogiques en France sont relativement faciles parce qu'on a une tradition d'écrire tout ce qui se passe dans la vie des gens. Par contre, pour ma famille vietnamienne, mes recherches généalogiques se sont réduites à interroger toutes les personnes vivantes que je pouvais trouver parce qu'il n'y a pas d'archives à ma connaissance au Vietnam. La tradition est orale. Et quand on écrit quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est sur une tombe pour dire, voilà, telle date, on a enterré telle personne, elle avait à peu près tel âge. Si on détaille un peu, il y avait telle et telle personne qui lui ont survécu, et puis et c'est à peu près tout. Et il y a plusieurs inconvénients à ça. D'une part, c'est très loin, et je n'ai toujours pas visité le Vietnam. Ensuite, les tombes des personnes riches sont en pierre, les autres sont en bois ou en papier. Ça se conserve très mal, et je ne parle pas la langue. Donc, mon arbre vietnamien est remonté grâce aux recherches conjointes de ma famille et de moi dans les années 1850-1880 de mémoire. Et on a eu la chance d'avoir dans notre famille vietnamienne une personne qui s'appelait Nguyen Phu Quy, qui a décidé tôt dans sa vie de devenir fonctionnaire de l'administration coloniale. Il s'est engagé dans l'administration, il est devenu fonctionnaire, et en récompense de ça, il a obtenu la nationalité française. Ça voulait dire que d'un coup, il avait aussi un prénom francophone, Antoine, et ça veut dire que il est dans les archives françaises, et plus seulement dans les archives vietnamiennes. Donc, on a réussi à remonter notre famille jusqu'à ce moment-là, aux parents de cette personne, et alors en plus, par un gigantesque hasard, on a même une
une photo des parents de cette personne. Et c'est un peu inédit dans notre famille, et c'est un peu le seul endroit où on arrive à monter si loin. Donc cette personne doit être mon arrière-arrière-arrière-grand-père de mémoire. Donc l'essentiel des sources de mon côté maternel au Vietnam, ça a été d'interroger mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère est encore en vie, mais j'ai eu beau poser des questions, quelque chose me dit que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et une fois, elle m'a répondu « C'est bien que tu t'intéresses à tout ça et que tu notes tout ça. Mais nous, on ne parlait pas de ces choses-là. » Et ça veut dire qu'elle n'a pas non plus grand-chose à m'apprendre, en fait, sur ces choses-là. Et ça veut dire que même sur la famille de ma grand-mère maternelle, les informations que j'ai, elles viennent de mon grand-père. Parce que lui, il s'intéressait à ces choses-là. Et donc, il a laissé 2 choses qui sont très intéressantes. C'est que lui aussi, il a fait des recherches généalogiques avec le même plafond que moi. C'est-à-dire qu'il a posé des questions autour de lui, il a noté toutes les dates qu'il pouvait, et c'est comme ça qu'on a pu remonter jusqu'à l'ancêtre fonctionnaire. Et donc j'ai des versions numérisées de ces arbres qui sont tracés de sa main sur du vieux papier très fin. Et puis il a laissé une sorte d'autobiographie. Alors ça fait une 15aine de pages. Je pense que nous aurions aimé qu'il en fasse une version plus détaillée, plus longue. Et donc il raconte la vie de ses parents, sa naissance, son enfance, ses études. Et puis il raconte un peu aussi ce qu'il sait de la famille de ma grand-mère. Mon grand-père maternel a fait les recherches généalogiques du côté de la famille de ma grand-mère, en posant des questions comme moi j'avais fait, en prenant des notes. Et il s'est intéressé, je crois, à la famille de ma grand-mère parce que les recherches de son côté étaient très compliquées et qu'il a dû atteindre la même frustration que moi face aux recherches sur la famille de ma mère et que j'ai tout reporté mon énergie sur les recherches de la famille de mon père. La raison pour laquelle les recherches du côté de mon grand-père sont difficiles, c'est que ma grand-mère vient du sud du Vietnam et mon grand-père vient du nord du Vietnam. Et il a rencontré ma grand-mère au sud et ils se sont établis au sud et il n'est pas beaucoup retourné dans le nord. Il y est retourné une fois ou deux pour revoir sa famille, pour retrouver les lieux de son enfance. Il a grandi dans un endroit qui était une autre époque, littéralement un autre siècle, mais qui pourrait être il y a plusieurs siècles, qui était un village où il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. C'était vraiment un autre monde. Et il a grandi il est né dans ce village, le énième enfant d'un patriarche qui avait 4 épouses. Et donc sa mère était la 4e épouse, qui était la plus jeune. Les conclusions qu'il a faites sur ses recherches, c'est que la différence d'âge était telle entre son père et sa mère que son père était probablement pas son géniteur. Et qu'il a vu très peu de relations familiales entre son père et sa mère. Et il plus ou moins confirmé en expliquant dans son autobiographie avoir rencontré quelqu'un qui semblait être très proche de sa mère et qui physiquement pouvait être son géniteur à lui. Et donc il y a ces 2 noms-là dans son arbre et donc dans mon arbre au-dessus de lui. Mon grand-père parle de son enfance comme une période de ignorance is bliss. Si on ne sait pas qu'il y a autre chose, on peut être très heureux à vivre dans des maisons en torchis et avec une mère très affectueuse, et puis réaliser seulement après coup, a posteriori, que c'était une enfance très très pauvre. Et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a une enfance très pauvre? C'est quand on découvre le contraste avec autre chose. Et réaliser par exemple que la rencontre avec un prêtre missionnaire belge qui était venu pour évangéliser le nord du Vietnam lui a montré qu'il existait autre chose. Il existait la possibilité d'apprendre à lire, écrire et compter et de trouver un moyen de sortir de cet endroit, d'aller dans une ville, d'aller dans un autre pays. C'est une épopée de roman un peu, d'imaginer cet enfant qui est né dans ce village et qui imagine que... je l'imagine faire ce calcul, se dire je vais aller voir ce prêtre et demander une conversion et demander un baptême. Et la clé de ce baptême, ce sera la connaissance, la culture et un billet d'avion vers ailleurs. Et il avait 13 ans quand il a été baptisé. Donc il est plus ou moins adopté par ce prêtre avec qui il gardera des rapports filiaux jusqu'au décès de cette personne. Et donc mon grand-père va à l'école et puis il a une adolescence qui semble heureuse aussi d'avoir ces éléments-là supplémentaires dans sa vie, jusqu'à l'âge de 17 ans environ, où il est réquisitionné par l'armée du nord du Vietnam.
Alors, il est né en 1930, donc il est né à un moment où le Vietnam est une colonie française. Et quand il a 17 ans, eh ben, c'est la guerre d'indépendance contre la France. Et donc, il est réquisitionné par l'armée d'indépendance et il travaille dans une usine de munitions cachée dans la jungle pendant 1 an environ, jusqu'à ce qu'il soit capturé par les Français. Les Français font le siège de l'usine et emportent les prisonniers dans un camp d'internement. Et mon grand-père a, je suppose, un souvenir assez douloureux de ça, parce qu'il n'avait pas envie d'en parler. Et il n'avait même pas envie de se répandre en détail dans son autobiographie non plus. Ce dont je me souviens, parce qu'il en a parlé un peu quand même, ça a été la cruauté des geôliers français. Le fait qu'ils n'étaient pas là pour les enfermer, ils étaient là pour les torturer. Ils étaient là pour les punir d'avoir essayé de gagner leur indépendance. Et alors qu'il avait connu le dénuement, mon grand-père a trouvé les camps sales et pauvres. Donc c'était dans la boue, dans la jungle. Il y a une anecdote qu'il a aimé raconter et que ma grand-mère a aimé répéter aussi, qui était qu'il avait un jour demandé du papier toilette et qu'on lui a répondu « Mais pourquoi il y a des feuilles sur les arbres ?» Et c'est là qu'il a contracté le beriberi. Alors si je dis pas de bêtises, une forme de paludisme. Et donc ce paludisme c'est quelque chose dont on ne guérit pas. Il a refait des crises toutes les quelques années, pendant toute sa vie, et c'est probablement contribué à sa mort il y a quelques années. Il est libéré en février 1949, et il retourne voir l'abbé Emmanuel, et il lui demande une porte de sortie. Parce que je suppose qu'une fois qu'on a été estampillé militant rebelle, et tant que la France n'est pas partie, il est en danger. Et l'abbé Emmanuel lui trouve une place à l'université de Charleroi. Il part pour la Belgique en mars 49 et il fait ses études en Belgique. Ce que je sais, c'est qu'il fait des études brillantes. Il se vante d'avoir eu 85% à ses notes et d'être le major de sa promotion. Et ça lui permet d'envisager de travailler dans des usines. Et il est très fier de ça. Ça lui permet d'envisager de revenir au Vietnam. Et il commence à travailler pour Shell, une très grande usine américaine dans le sud du Vietnam. Et il rencontre ma grand-mère. Et après quelques mois de cours formel, il demande ma grand-mère en mariage à la famille de ma grand-mère. La famille de ma grand-mère considère que s'il est du nord du Vietnam, c'est un va-nu-pied et il n'est pas question de... ce n'est personne. Parce que la famille de ma grand-mère était plutôt dans la bourgeoisie de Saigon. Et puis, quand la famille de ma grand-mère comprend que s'ils ne donnent pas leur accord, ils vont partir. Et un des moyens qu'ils ont eu de montrer leur détermination, ça a été que mon grand-père et ma grand-mère sont allés célébrer leur mariage religieux, seuls, avec juste les membres de la famille qui les soutenaient. Et puis ils sont revenus, et puis, voyez, on est mariés maintenant, il faut faire quelque chose. Il nous faut votre bénédiction maintenant. Et donc la famille de ma grand-mère accepte et ils ont le mariage civil 1 mois après, ce qui n'est pas l'ordre normal. Donc mon grand-père et ma grand-mère sont mariés en 1957. Ils sont très beaux, tous les deux. Ils sont jeunes et souriants sur les photos. Ils ont l'air très heureux ensemble. Mais ils ont eu l'air heureux ensemble toute leur vie. Et ma mère naît en 1958. Et puis ça va assez vite. En l'espace de quelques années, ils font 5 filles. Et puis finalement 1 fils. Donc ils peuvent arrêter de faire des enfants. Et donc ils vivent au Vietnam pendant un moment, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam. Lui il continue de travailler pour Shell. Et ma grand-mère, dans le début de leur vie, elle est secrétaire militaire. Et après ça, je suppose qu'elle a arrêté de travailler parce qu'elle avait plein d'enfants à la maison. Je crois comprendre que ça a été très compliqué d'être un nord-vietnamien marié à une sud-vietnamienne. D'abord pendant l'empire colonial français et puis ensuite pendant la guerre du Vietnam parce que mon grand-père était suspect de sympathie avec le nord alors qu'il habitait au sud
Et puis, après ça, une fois que la guerre a été gagnée, que l'indépendance a été conquise, c'était un Vietnamien du Nord qui s'était marié à quelqu'un du Sud et aussi qui avait travaillé pour une grande entreprise occidentale pendant des dizaines d'années, qui vivait dans une très belle maison avec un grand terrain à Saigon. Et c'est un terrain qui avait été réquisitionné par l'armée américaine. Donc, avec des soupçons de sympathie pour le colonisateur blanc, en fait. Donc il a bien senti que la fin de la guerre signifiait qu'il allait plus être le bienvenu au Vietnam, et il a eu très peur de revivre ce qu'il avait vécu dans son adolescence. Donc il a organisé dès que possible le départ de la famille, la fuite de la famille du Vietnam. Et par la grâce de mon ancêtre Antoine, qui était fonctionnaire, ma famille vietnamienne avait la nationalité française. Et ça nous a sauvé la vie. Parce que c'était pas juste des personnes vietnamiennes qui essayaient de partir dans un autre pays. C'était des citoyens français qui vivaient au Vietnam et qui ont demandé un rapatriement, qui a été organisé par le ministère des Affaires étrangères. Et donc ma grand-mère et ma mère et mes tantes et mon oncle ont pu partir en mars 76, et mon grand-père n'a pu partir qu'en mai 76. Et de ce que je comprends, il a été de nouveau inquiété pour son identité et pour ses choix de vie, et donc il a eu probablement des interrogatoires de la part de l'armée vietnamienne, soit de la police politique vietnamienne, ce qui est probablement la même chose. Et donc ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés en Normandie. Ma famille là-bas avait une vie bourgeoise assez confortable. Enfin, ils ont clairement eu une fuite privilégiée par rapport à plein d'autres personnes. D'autres personnes notamment qui sont mortes dans des bateaux ou qui ont été très mal reçues où qu'elles arrivent. Mais il y a eu des règles qui étaient les mêmes pour tout le monde, et c'était par exemple d'imposer une valise 10 kilos de bagages par personne maximum. Alors que quand on quitte une vie, je suppose que c'est... je vois comment mes déménagements sont compliqués. Donc ma famille est arrivée avec quasiment rien en 76 en France. Ils ont vécu pendant quelques semaines dans ce camp de réfugiés au Havre. Je dis quelques semaines, c'est peut-être quelques mois. Et c'est là que ma mère a rencontré mon père. Mon père à l'époque était... l'image que j'ai de lui à l'époque, c'est le vaurien type Han Solo. À l'époque, il était à peine majeur et évidemment très beau. Et il roulait en Harley Davidson et c'était sa principale possession parce qu'il était marin-pêcheur. Mon père et son meilleur ami s'étaient dit que ce serait une bonne idée d'essayer de séduire une Asiatique. Et donc ils sont allés draguer devant le camp de réfugiés et ils ont chacun rencontré une Vietnamienne. Et l'histoire du meilleur ami de mon père a pas duré a priori, mais mon père et ma mère sont restés ensemble quelques années, le temps de se marier et de faire 2 enfants. L'image que j'ai de mon grand-père, à la fois par ce que j'ai vu de lui et puis par la façon dont ma famille en parle, parce qu'il est décédé il y a quelques années, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et très opiniâtre. Et la fuite du Vietnam, c'est un exemple. Enfin, sa première fuite, c'est-à-dire le départ pour la Belgique, c'est un très bon exemple. Et puis ensuite, le fait d'avoir organisé la fuite de sa famille et d'avoir le courage de faire partir sa famille quand il l'a pu et de rester le temps qu'il fallait pour finir de mettre les choses en ordre et de les rejoindre quand il a pu, après les interrogatoires. Et d'ensuite gérer l'arrivée de la famille en France et de faire en sorte que tous ces enfants aillent à l'école et réussissent et parlent français. Et il y a un sens de la famille quasi patriarche, pas au sens de patriarcat, au sens de gestion de sa tribu. Et donc quand il arrive en France, il était ingénieur quand il était au Vietnam, mais en France, clairement, ça valait pas la même chose. Donc il a commencé à travailler pour Renault, et puis il est resté à travailler pour Renault jusqu'à la fin de sa carrière. Et il en était très fier,
comme il était en fait très fier de la réussite de sa famille. Et ma grand-mère était assistante maternelle contractuelle jusqu'à sa retraite, alors qu'elle a élevé 5 enfants, elle a toujours eu plein d'enfants chez elle jusqu'à sa retraite. Et elle était très appréciée. Elle a eu une médaille et tout. En fait, la France distribue des médailles de la famille aux personnes qui ont plus de 4 ou 5 enfants, je sais pas, voilà. Donc, il y a eu cette médaille pendant longtemps sur le mur chez elle. On raconte dans la famille que mon grand-père avait des choses à raconter, et il en a raconté certaines, soit oralement, soit dans sa petite autobiographie, mais il a aussi précisé qu'il avait des choses à raconter qu'il ne pourrait raconter que quand son épouse serait décédée. Dans la mesure où c'était clairement un beau gosse. Dans sa jeunesse, il faisait très attention à son apparence. Il était toujours tiré à 4 épingles. Il a mis toute sa vie du pento dans les cheveux pour faire briller les cheveux. Il y a quelque chose un peu du parrain jeune dans sa prestance. Et donc on se dit qu'il a probablement pas toujours été sage et on n'en saura jamais plus parce que c'est lui qui est mort en premier. Donc mes grands-parents ont eu 5 filles et un fils. Et leur 3e fille est décédée quand elle avait 3 ans, de la rougeole. Ou rubéole ou quelque chose. Enfin bref, le genre de décès qui fait qu'on milite pour le vaccin et contre les antivax. Et évidemment, je ne l'ai jamais connue parce qu'elle est décédée... donc elle avait 3 ans, elle est décédée il y a très longtemps. Mais encore maintenant, il y a un portrait d'elle peint dans l'appartement de ma grand-mère. Et quand on en a discuté il y a quelques mois de ce portrait, elle m'a parlé un peu de cette petite fille et de ce deuil-là. Et elle m'a ressorti d'un placard la robe dans laquelle elle a été peinte. Il y a ce portrait d'une petite fille avec une robe rose. Et ma grand-mère a encore la robe dans une housse. Et quand on réfléchit une seconde à comment il a fallu quitter le Vietnam, avec la restriction de bagages, il y avait la place pour cette robe. Donc j'ai pas du tout le réflexe d'utiliser leur prénom, parce que j'ai jamais utilisé leur prénom. La façon dont on parle de nos grands-parents, c'est Omwai et Bangwai, qui veut dire grand-père maternel et grand-mère maternelle. Donc ils sont des titres en fait. C'est un truc qui est passionnant dans la façon dont les personnes se parlent au sein d'une famille. Quand je parle à mes tantes, je leur parle avec un titre en vietnamien. C'est Yiba, Yitu, Yisa, qui veulent dire littéralement c'est tante avec un numéro. Et le système de numérotation est super intéressant. Le père est numéro 1. Et ensuite, l'aîné est numéro 2. Et puis les enfants sont numérotés comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, etc. L'épouse n'est pas numérotée. L'épouse garde son numéro dans sa famille d'origine. Des fois, la grammaire en dit long sur un pays. Il y a un truc que je regrette, c'est que ni mes frères et sœurs, ni mes cousins, cousines, ni moi ne parlons vietnamien. Certaines d'entre nous s'y sont mis et ont essayé d'apprendre plus tard et ont essayé même de passer du temps au Vietnam. Mais ça n'a pas fait partie de la transmission familiale. Ça semblait important pour mes grands-parents que on est en France, on parle français, même à la maison, et surtout à la maison. Et je vois aussi la différence avec certains de mes cousins, petits cousins, petites cousines plus éloignés, qui étaient dans des stratégies familiales qui sont différentes, où ils ont continué à parler vietnamien à la maison, où maintenant du coup ils parlent vietnamien. Mais pendant très longtemps, ils ont aussi parlé français avec un accent, ce qui n'est pas le cas dans ma famille. Donc c'est un regret. Je comprends la stratégie, mais pour moi, il y a la peur d'une rupture, de ne pas pouvoir transmettre ça à mes enfants. Au moins, nous sommes une famille qui est toujours soudée autour des occasions familiales et des occasions traditionnelles vietnamiennes. C'est bientôt le Nouvel An. Et donc on célèbre tout ça ensemble dès qu'on peut, enfin tous les
l'anniversaire de ma grand-mère, c'est un moment important. Fêter Noël ensemble, ou la galette des rois et des reines. Donc on a cette famille qui est soudée et qui permet une transmission de, par exemple, la cuisine et puis les anecdotes familiales. Et c'est déjà ça. Et ça rend les choses très vivantes. Je pense que ça fait partie de la transmission aussi de ma famille. C'est que je regarde tous mes frères, sœurs, cousins et cousines. Et chacune d'entre nous, dans notre domaine, ont été, je vais dire, brillants. C'est pas nécessairement du succès ni scolaire ni professionnel, mais il y a une réussite personnelle de chacun d'entre nous dans ce qu'on a essayé d'entreprendre. Et ça, je pense qu'il y a une recherche d'excellence qui est... je suis consciente de à quel point ça se rapproche des clichés sur les familles asiatiques qui vivent en Europe ou aux États-Unis, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne l'ai pas vécu comme cette pression qu'on voit parfois exprimée soit de la part de familles asiatiques, soit dans les œuvres de fiction sur les familles asiatiques. Ce qui illustre bien pour moi, qu'on n'est pas dans ce cliché, c'est qu'aucun d'entre nous n'est parti. Aucun d'entre nous n'a fui le groupe, qu'on est encore, j'ai l'impression, une famille très soudée, qu'on essaye de se voir le plus souvent possible, qu'on essaye de se retrouver en groupe le plus souvent possible, et le plus loin qu'on soit parti, c'est mon frère habite Toulouse, et il vient pour toutes les grandes occasions quand même. Et puis moi, à un moment donné, j'ai cherché un peu l'aventure et je suis allé vivre en Irlande et en Australie, et à Londres aussi. Et je suis revenu au bout de quelques années. Le statut de réfugié ou d'enfant de réfugié, quel que soit le pays qu'on a fui, permet de s'identifier après dans toutes les histoires ou de réalité ou de fiction qui parlent des autres réfugiés, que ce soit les gens qu'on fuit l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale ou les gens qui fuient la Syrie maintenant. Jusque-là, je m'étais jamais posé la question de ce que ma famille a vécu et du lien avec ce que je suis actuellement. Mais c'est là que je me sens en décalage avec les milieux gauchistes et notamment les milieux de gauche LGBTI qui sont très en méfiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la République. Alors que pour moi, viscéralement, j'ai besoin d'un État pour pouvoir aller porter plainte. J'ai besoin d'un État pour défendre les plus faibles, parce que je peux pas juste compter sur la loi du plus fort. Et je suis consciente de cette contradiction-là, mais je vois comme cette contradiction, elle peut être ancrée dans ce que ma famille a vécu. C'est-à-dire d'avoir souffert à cause de l'État français, d'avoir subi la colonisation française, mais aussi d'avoir survécu grâce à la France, et d'avoir été accueilli par la France. Et ça empêche d'avoir une vision trop monolithique des choses. On peut pas juste rejeter en bloc un système républicain. On devrait pouvoir critiquer l'État en soulignant ce qui fonctionne. Et ma position à moi, c'est que si on souligne ce qui fonctionne, c'est qu'on peut aussi travailler à ce qui ne fonctionne pas. Et on peut proposer des améliorations. Quand j'étais petite, c'était évident sur mon visage que ma famille était vietnamienne. Et j'ai beaucoup subi de choses de la part de camarades de classe quand j'étais en primaire et en collège. Et puis, avec l'adolescence, mon visage s'est allongé, mes traits ont changé. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile de savoir d'où je viens. On peut supposer que je ne suis pas complètement d'ici, mais en général, il faut que ce soit quelqu'un qui soit aussi du Vietnam pour deviner d'où ma famille vient. C'est d'autant plus important pour moi de continuer à maintenir ce lien avec ma famille et avec l'histoire de ma famille, avec la mémoire de ma famille, et de la transmettre moi aussi, à la fois auprès de ma famille, ma nouvelle famille, ma famille d'adoption, mes partenaires, mes amoureuses, et puis mes enfants bientôt, un jour. C'est un personnage dans lequel je me suis identifié très jeune. C'est Maëret ou Mécaré, je ne sais plus, je les confonds, qui sont deux sœurs dans la série des romans Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Et il y a une d'entre elles qui meurt à l'époque des pharaons, et puis l'autre qui survit, et elle a été transformée en vampire après avoir fait des enfants. Elle est immortelle, et elle transmet la généalogie de ses enfants, génération après génération.
Et voilà, l'histoire de ce personnage m'avait beaucoup ému quand j'ai commencé la généalogie. Et pour moi, pouvoir transmettre ces histoires, les histoires dont on a parlé là, et puis d'autres qui sont vraiment de l'étoffe des légendes et des contes de fées, par d'autres biais, des vidéos, des conférences, des choses comme ça. Pour moi, la recherche généalogique, elle est faite pour être partagée et transmise et donnée à mes frères et sœurs et cousins, cousines et à leurs descendants et à mes enfants et puis imaginer avoir cette place-là dans leur vie aussi, d'avoir participé à cette transmission, d'être cette vieille dame avec un arbre généalogique qui prend un mur entier dans la maison. De temps en temps, on me pose des questions, ou de temps en temps, c'est moi qui en parle parce que j'aime beaucoup en parler. Et je ressens très clairement que c'est moi qui suis la plus intéressée par ça dans mon cercle actuel de cousins, cousines, frères, sœurs. Mais on ne sait jamais. Ça pourra les intéresser plus tard. Quand ils auront des enfants, ça pourra intéresser leurs enfants et les miens. Un immense merci à Jenna pour ce témoignage. Merci aux auditeuristes fidèles et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee ce mois-ci, à savoir Gaël et Alexei. C'est aussi grâce à votre soutien que ce podcast se pérennise tout en restant indépendant. Pour faire partie des mécènes, retrouvez la page de Passé Recomposé sur Tipeee. Le lien se trouve en description de l'épisode. Parmi les contreparties, vous pouvez recevoir une newsletter mensuelle avec des informations complémentaires sur les épisodes précédents. Suivez Passé Recomposé sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et même Facebook. Et mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast comme Apple Podcast et Echo. Toutes ces choses nous aident à remonter dans les algorithmes et trouver notre public. Enfin, merci à Laura Bois pour le montage. Laura est aussi podcasteuse, le sien s'appelle Môme. Il parle du désir et du non-désir d'enfant. Il est passionnant et super bien fait. D'ailleurs, on prépare un crossover pour bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt.